On réalise l'enquête, tout se passe bien, et en fait, toute l'enquête nous amène à se dire qu'il y a un corps qui est enterré dans la cave. Et alors, coïncidence ou pas, je crois que c'est, je sais plus, une semaine après, quelque chose comme ça, dans les journaux en fait locaux, on voit qu'un corps a été retrouvé dans une maison abandonnée dans ce village-là. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, épisode très spécial, l'épisode 3 d'Entretien avec l'étrange. On reçoit Jordan Perrigo qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là, ça fait trop plaisir. Merci à toi, très cool. Aujourd'hui, il va nous raconter ses expériences flippantes qu'il a vécues pendant des enquêtes dans des lieux abandonnés. D'ailleurs, t'en fais ton métier. Aujourd'hui, on peut dire ça clairement. Ouais, c'est ça, carrément. C'est devenu mon métier à temps plein depuis 5-6 ans, je dirais. Félicitations. Ouais, Félicitations, c'est trop bien. Je suis vraiment trop content pour toi, c'est vraiment trop cool. Vous pourrez retrouver, si vous voulez, en description mon lien Spotify pour écouter cette vidéo finalement en format audio. Je sais que beaucoup de personnes adorent écouter les histoires en format audio, donc voilà. Je vous ai mis ça du coup à disposition. Jordan, du coup, on peut commencer l'interview. Merci encore de m'accorder du temps finalement dans ce lieu atypique et hanté. On le verra pourquoi après. Déjà, première question pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui te découvriraient sur cette vidéo, parce que peut-être qu'il y en a qui vont te découvrir sur cette vidéo. Jordan, qui es-tu ? Voilà, ton âge, qu'est-ce que tu fais comme métier, même si on l'a dit au début, ton numéro de carte bancaire également, si tu peux le lire aux gens, peut-être pas. Bah écoute, moi Jordan, 27 ans aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui ? Ouais, Bon anniversaire. Merci. Trop fou. 27 ans aujourd'hui et en fait si tu veux, moi j'ai toujours été passionné de paranormal depuis des années. Alors, au début avec des films liés au paranormal, à l'horreur et assez vite je me suis lancé sur YouTube. Au début pas forcément avec du paranormal, c'était avec des courts-métrages. Qui touche un petit peu à tout. Et petit à petit, j'ai commencé un petit peu à me nicher dans le paranormal. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu surtout que ça plaisait beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis lancé après à fond là-dedans. Ça a fonctionné. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter d'en faire mon métier. Et c'est comme ça que je suis arrivé, on va dire, sur YouTube. T'as eu des inspirations ou pas vraiment des mecs sur YouTube qui t'ont passionné quoi. Ouais, en termes de... Alors, pas du tout en termes de paranormal pour le coup. Mais je pense à la chaîne Rouge Vert Bleu. C'est un gars en fait qui parlait beaucoup de vidéos, donc comment placer tes éclairages, ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc pour le coup j'ai vraiment appris sur le tas, c'était vraiment autodidacte. Et donc j'ai regardé beaucoup de vidéos comme ça sur le matos, comment utiliser les caméras. Je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et après en termes de paranormal, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est c'est les films, quoi, les Conjuring, Projet Blair Witch, ouais, tous ces types de films, même les émissions américaines, Ghost Adventure, ce genre de choses. Bon après on y croit pas, c'est à l'américaine, mais en tout cas c'est les inspirations que j'ai pu avoir, on va dire, que ce soit en termes de paranormal ou de prod pour mes tournages, quoi. Et avant de réaliser du coup tout ça, toutes ces chasses aux fantômes qui vont marquer les gens sur ta chaîne, est-ce que toi, tu croyais au paranormal avant de faire tout ça ? Ou t'étais vraiment très rationnel ? Je pense que j'étais entre les deux, j'étais pas très rationnel, j'étais pas non plus à fond je crois au paranormal, mais j'avais vraiment cette vision des choses où je me disais pourquoi pas, tu vois, je me laissais un peu le doute d'y croire ou pas, j'avais une part de moi qui croyait pas forcément, je me disais ok, bon, c'est un bois qui craque. Et en fait, c'est quand j'ai commencé vraiment à faire quelque chose d'un peu plus professionnel, où vraiment j'allais dans des lieux avec du matériel, on commençait vraiment à faire ça sérieusement, où là j'ai vécu des choses et je me suis dit, c'est vrai que c'est bizarre quand même, il y a peut-être un truc. Mais au début, ouais, j'étais très, très sceptique et très rationnel, même si là je suis plus aussi sceptique qu'à l'époque, je reste toujours rationnel parce que je pense que c'est important dans le paranormal d'avoir cette part de rationalité. Mais en tout cas, au début, ouais, j'y croyais beaucoup moins que maintenant, ça c'est sûr. Comment tu vas expliquer du coup que des gens comme Le Grand JD par exemple vont avoir beaucoup moins de résultats que toi ? Est-ce qu'il y a un truc que t'attire toi à ça en fait ? Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois. On me dit mais Le Grand JD il se passe rien, donc toi s'il se passe des choses c'est que c'est fake, tu vois. Ça c'est un peu le commentaire qui revient régulièrement, alors que je pense que pas du tout. Je pense que déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi quasiment toutes les semaines je pars dans des lieux abandonnés. Le Grand JD on le voit il part beaucoup moins souvent que moi, il a plein d'autres concepts sur sa chaîne, donc du coup il fait moins de lieux que moi, donc proportionnellement, c'est logique que je suis plus amené à peut-être entendre, voir des choses que lui. Et c'est surtout que pareil, alors les résultats qu'on a dans les enquêtes, pareil, moi à chaque fois je dis pas c'est paranormal. Je pense des fois ça peut être une porte qui claque, ça peut être juste du vent, tu vois. C'est pas forcément du paranormal. Et après, effectivement, je pense que oui, je pense qu'on a une certaine énergie ou quelque chose où on attire ces choses-là. Moi, je vois, j'ai des amis qui ont, un ami que tu connais, Seb, par exemple, qui avait été dans un lieu, un sanatorium. Il n'a rien capté. Il m'a dit c'est très calme, je capte rien, franchement calme plat. Je viens un jour en vacances chez lui, il me dit tiens Jordan, je vais t'amener dans ce sanatorium là, on va aller voir, on va faire un tour. On arrive et là il s'est passé plein de choses, des bruits, on entendait des voix, on a entendu une porte qui claque, on a entendu plein de choses. Et je pense que oui, tu as des personnes comme ça en fait qui
sont peut-être plus ouvertes à y croire, je sais pas en tout cas, mais qui attirent plus ces choses-là pour le coup. Et je pense que oui, j'en fais partie et j'ai beaucoup parlé avec des médiums ou ce genre de personnes qui m'ont dit qu'effectivement j'avais un petit truc peut-être, ouais, j'attirais ça, peut-être un côté, je dirais pas médium, mais une petite sensibilité par rapport à ça. C'est vrai que des fois, je vais dans des lieux, je vais ressentir des fois des choses, où je vais avoir des très bonnes intuitions. Souvent, pareil, je vais arriver dans un lieu, je vais avoir une intuition, genre, ah tiens, ça, je le sens pas, je sens qu'il va se passer ça, et paf, ça se passe. Je prends notamment une enquête, une petite anecdote, à Fougeray, par exemple, avec Enzo, justement, et Marie. À un moment donné, je dis, je sens qu'il y a un truc qui va se passer, il y a un truc pas bien qui va se passer. Et 2 secondes après, toutes les lumières de nos caméras se coupent. Et tu vois, c'est plein d'intuitions comme ça, et alors, c'est peut-être de la coïncidence, tu vois, je sais pas, je dis pas que c'est paranormal, mais c'est vrai que je pense que tu as des personnes comme ça, et je pense que j'en fais partie, où on attire des fois peut-être plus ces choses-là que d'autres personnes pour le coup, et qu'on est peut-être amené du coup à avoir plus de résultats que d'autres personnes, quoi. Ouais, puis du jeu, si je peux me permettre, de 1, il y a Lazare qui joue, c'est-à-dire que Fougeray, premièrement, on n'a rien, Ouais. deuxième, plein de dingueries, et on est dans une démarche ouverte. Le grand GD, lui, vu qu'il est très rationnel, il est plus fermé, donc il y a forcément moins de choses qui peuvent se produire aussi. Carrément. Parce que lui, toujours, en fait, il essaye d'expliquer les événements qui arrivent, en fait. Alors que toi, t'es vraiment dans... Ok, peut-être que c'est paranormal. T'acceptes aussi le fait que c'est C'est ça, en fait, paranormal. j'essaye vraiment d'avoir les deux. Je veux dire, on essaye vraiment d'avoir ce côté rationnel, parce que bon, on n'est pas illuminé en mode tout ce qui se passe est paranormal. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette démarche où c'est important, je trouve, d'y croire, de tenter de vouloir y croire, en tout cas, pour être ouvert aussi à ces choses-là, et bien vouloir les entendre, les voir, tout ça. Mais il faut avoir ce côté rationnel où il ne faut pas se dire qu'à chaque fois qu'il y a un bruit ou un appareil qui déclenche, que tout de suite c'est un fantôme. Moi je suis le premier à le dire, par exemple le Spirit Voice, c'est un appareil, peut-être qu'on en reparlera peut-être dans d'autres questions, mais c'est un appareil qui est assez controversé parce qu'il te sort des mots de possibles entités. Mais moi c'est ce que j'explique, c'est des mots qui sont aléatoires, c'est pas forcément dû à une entité, ça peut être une simple coïncidence, une interférence. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette balance entre le paranormal, ce qui peut être en tout cas étrange et inexpliqué, et le côté qui peut être du coup rationnel et expliqué rationnellement, quoi. Est-ce qu'il y a un événement, toi, paranormal, qui t'a véritablement fait croire à ça? Ouais, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai tout le temps la même réponse pour le coup, alors que pourtant c'est un événement qui s'est passé il y a quand même quelques années maintenant. Justement, j'étais avec Enzo et en fait on a enquêté dans un sanatorium, c'est un genre d'hôpital où on soignait les gens de la tuberculose. Et sauf qu'on avait à l'époque très peu de moyens pour les soigner, donc il y a eu beaucoup de morts qui ont été entassés dans ces lieux, qui ont beaucoup souffert, enfin c'était très compliqué mais c'est très chargé à ce niveau-là. Et on réalise une enquête paranormale dans ce lieu et il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire nos appareils qui se déclenchent, on entend des voix, donc ça, on appelle ça des PVE, donc c'est des phénomènes de voix électroniques. Donc nos micros les captent, mais nous sur place on n'entend pas en fait ce qui se passe. Et sur nos micros on entend une voix notamment un peu désincarnée qui nous dit fallait pas venir. Au montage, du coup, tu remarques montage, ça? c'est ça, tu le découvres au montage en fait, parce que nous sur place on l'entend pas. Et juste après une porte qui claque, tu te dis ok, donc on n'est pas les bienvenus visiblement. Donc ça c'est le genre de phénomène qui m'ont vraiment marqué. Le plus troublant c'est dans ce même lieu en fait où on a capté et filmé surtout une lueur fantomatique apparaître à une fenêtre. Donc en fait on était plusieurs, on faisait une pause et j'ai dit au gars bon on va boire un coup, on va faire une petite pause, donc on coupe les caméras mais heureusement on avait nos micro-cravates sur nous et tout d'un coup donc on boit de ça et puis là je sais plus, une des personnes qui était avec nous qui dit ah les gars il y a de la lumière, ça éclaire à la fenêtre et tout, là on se retourne et là je dis à Enzo vite allume la caméra, allume. Et il rallume vite la caméra et on voit effectivement une genre d'ombre un peu jaunâtre fantomatique passer devant la fenêtre comme si elle nous regardait. Et dès qu'on l'a filmé, hop, tu la vois à part, quoi. Et pour moi, ça, c'est un des événements où je me suis dit, bon, ok, il n'y avait pas de lune, il n'y avait personne, parce qu'on avait un agent de sécurité qui surveillait les lieux pendant le tournage. Donc vraiment, on s'est dit, il n'y a aucune explication rationnelle possible. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose pour le coup, quoi. Oui, sur ta chaîne, du coup, on peut voir très régulièrement, voilà, que tu sors des gros documentaires, des gros formats. Tu passes par quelles étapes, en fait, créatives pour les produire? Pour que les gens un peu s'imaginent qu'ils ne sauraient pas comment en fait tout ça fonctionne, même comment tu travailles quoi finalement en fait. En vrai c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, c'est vrai que des fois je pense qu'on le voit pas forcément quand on voit l'épisode, on se doute pas qu'il y a beaucoup d'étapes à passer avant d'avoir le résultat final. Mais tout d'abord il faut trouver le lieu, donc il faut trouver un lieu qui soit propice pour une enquête paranormale, donc où il y a pu avoir soit une histoire de hantise ou ça peut être un lieu abandonné. Donc première étape c'est trouver le lieu, demander l'autorisation de tournage, ça je pense que c'est en France l'étape la plus compliquée. Tu passes par quoi d'ailleurs? Tu demandes à qui? Au propriétaire? Ouais, au propriétaire directement. Ouais, on essaye de trouver soit un site internet ou autre avec un mail, quelque chose, et directement on essaye de passer via les propriétaires pour avoir des autorisations. Mais c'est très compliqué parce qu'en France, dès que tu parles de paranormal, c'est vrai que
c'est un peu fermé, c'est vrai que c'est compliqué, même si je trouve de plus en plus les personnes, les propriétaires de châteaux, tout ça, comprennent que y a aussi ils ont aussi quelque chose à y gagner finalement, cette visibilité, que les gens peuvent venir aussi voir le château, tout ça. Donc, par exemple. Ouais, c'est ça, ça apporte une visibilité qui est importante et heureusement beaucoup le comprennent et du coup bon c'est donnant-donnant, nous on fait notre tournage, ça leur apporte une visibilité, je trouve ça intéressant. Donc du coup voilà l'autorisation de tournage qui prend beaucoup de temps, après du coup toute la préparation, donc préparer tout le matériel, vérifier s'il y a besoin d'acheter peut-être un objectif en plus, un trépied, enfin vraiment qu'on soit prêt à partir. Ensuite, généralement, il y a beaucoup de routes, beaucoup de trajets aussi, avec tout le matériel. On se rend sur place, on réalise tous les plans de coupe, donc les plans d'insert, les plans d'illustration, on va dire, pour illustrer la vidéo, les plans de drone, les interviews. Et ensuite, on réalise vraiment l'enquête de nuit, la nuit. L'enquête de nuit, du coup, qui dure pareil, généralement, on commence vers 22, 23 heures quand la nuit tombe, généralement. Et souvent, on poursuit jusqu'à ce qu'on n'ait plus de résultats. Donc ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures, 7 heures du matin. Et des fois, on dort même pas 1 heure pour rattaquer le lendemain, quoi. C'est quoi la chasse la plus longue que tu as eu à faire en termes d'heures? L'enquête la plus longue, je pense que c'est peut-être Fougeray. Je pense que c'est peut-être le château de Fougeray où déjà j'ai fait 3 épisodes là-bas. Et c'est vrai que généralement, on tourne assez tôt et on dort sur place en fait. Donc finalement l'enquête, même si on l'arrête entre guillemets, le fait qu'il y ait des caméras sur place qui nous filment pendant la nuit, finalement l'enquête elle dure vraiment tout le temps en fait. Parce qu'on peut se réveiller, notamment là dans l'épisode qui va sortir aujourd'hui, on est réveillé en pleine nuit par un bruit, tu vois. Donc du coup tu te relèves, tu reprends ta caméra et tu reprends l'enquête. Donc je pense que c'est une enquête qui a été vraiment très très longue en termes de tournage, quoi. Je mettrai évidemment le site de Jordan en description, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez regarder l'épisode. Est-ce que, alors t'es pas obligé de répondre à cette question parce qu'elle est un peu indiscrète, combien ça te coûte de faire une production comme ça? Parce qu'on est quand même sur un format de 2h46. Est-ce que ça coûte cher ou c'est vraiment avec toutes les caméras que tu as accumulées durant toutes les années, comme tu me l'expliquais en off? En fait, ça coûte cher. Tout est relatif pour le coup. Parce que c'est vrai que je passe pas par une production. Moi, je réalise tout tout seul. Enfin, tout seul. J'ai des fois des amis ou autres qui vont m'aider, mais je veux dire, on n'a pas d'équipe de prod ou autre. Pareil, le matériel, du coup, il est acheté. Même si on essaie de se renouveler souvent, mais c'est plus le matériel paranormal, tout ce qui est caméra, tout ça, j'ai ce qu'il faut depuis quelques années. Et après, ce qui va coûter cher, souvent, c'est le transport en fait. C'est le transport. Avec l'autoroute, l'hôtel, enfin ce genre de choses. Mais en moyenne, je dirais qu'un gros tournage, c'est en moyenne peut-être 1 000 €, je pense. Ouais. Ça va dépendre aussi s'il y a des lieux où on doit payer aussi, des fois, pour tourner, pour avoir l'autorisation. Ouais, certaines fois, on doit payer aussi. Donc, on va dire la fourchette assez haute, ça va être 1 000 €. Et sinon c'est un peu moins. C'est pareil, ça dépend où on va se rendre. Okay. Pour des gros épisodes, encore une fois, parce que les épisodes les plus courts que je fais, généralement qui durent 40 minutes, 1 heure, on est quand même bien en dessous. C'est quand même assez gros pour un petit format, mais putain, ouais. C'est ok. C'est quoi les outils que tu utilises pour tout ça? On a parlé du coup de PVE, de K2. Est-ce que déjà c'est la même chose ou pas du tout? Je ne connais pas trop, pas du tout, rien à voir, d'accord. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, pour que les gens aussi s'imaginent, c'est quoi ton matériel? Il y a les caméras évidemment, mais le matériel pour capter l'invisible. Écoute, c'est assez simple. Il faut savoir, c'est du matériel qui est détourné. Parce que, moi je l'explique à chaque fois, la science ne peut déjà pas prouver que le paranormal existe, donc je vois pas comment des appareils pourraient le prouver. Donc il faut savoir que tous les appareils qu'on utilise, c'est généralement du matériel qui est détourné d'une autre fonction finalement. Par exemple, je prends la caméra SLS qui va capter une forme humanoïde spectrale. C'est une caméra de Kinect qui a été modifiée pour tenter justement de capter une forme alors qu'il n'y a personne. Donc c'est approximatif, quoi, tu veux dire? C'est ça, c'est ce que je dis souvent, ça reste c'est ça, approximatif. Faut pas, c'est ça, exactement. Donc après, tu as le K2, donc c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Donc le K2, c'est un appareil, si tu prends ton portable et que tu l'actives, tu mets mode avion, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu le remets, ça va le déclencher. C'est pour ça qu'on le dit dans les enquêtes, c'est important de toujours être en mode avion, de couper les portables, couper l'électricité pour éviter toute interférence, même si c'est pas impossible d'en capter. Après, on a les baguettes de sourcier, donc ça c'est pareil, ça a été souvent utilisé, surtout à l'époque, un peu comme le pendule pour essayer d'entrer en contact avec de potentiels esprits. Comme la planche de Ouija, c'est tout le côté un peu plus ésotérique du paranormal. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise aussi qui sont intéressants. Après, c'est pareil, bon, on n'y croit pas, mais ça fonctionne avec le magnétisme. Donc même toi, tu as du magnétisme en toi. Alors peut-être à une faible intensité, donc tu pourrais prendre, ça se trouve, les baguettes ou le pendule et que ça ne fonctionnerait pas. Ça va vraiment dépendre du magnétisme de la personne. Pareil, des appareils qu'on aime bien utiliser. Et après, il y a tout ce qui est pod. Donc les pods, c'est pareil, ça ressemble un peu au K2. C'est un appareil que tu poses, c'est souvent un petit... Et si quelque chose... J'ai dit cette maison là. Ouais. Il y a eu un bruit, vous l'avez peut-être pas entendu, mais... Ouais. Ok, bon. Et du coup, donc, le pod, c'est un appareil en fait, où si quelque chose s'en approche, pareil, il va sonner. Donc voilà, c'est des trucs basiques, classiques. Et sinon, après, il y a le Spirit Voice, donc je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure, où c'est un appareil qui a une banque de 2500 mots préenregistrés. Ok.
Et en fait, donc celui qu'on utilise actuellement, c'est pas forcément le plus intéressant parce qu'il a un accéléromètre à l'intérieur. Donc en fait, quand tu vas le bouger, c'est aussi en partie avec ça que des mots peuvent sortir du Spirit Voice. C'est pour ça que j'aime bien dire à chaque fois que c'est pas forcément très fiable, c'est plus nous la coïncidence qui va nous intéresser. Par exemple, à Fougeray, je dis, je sais plus, je dis bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça nous dit peux-tu? Je dis ok, vous voulez qu'on fasse quelque chose? Crypte. Peux-tu aller dans la crypte? Nous, c'est comme ça qu'on le déduit. Et il y a une crypte à Fougeray. Alors que ça aurait pu nous sortir voiture, arbre, rideau, enfin n'importe quoi. Donc nous, c'est vraiment les coïncidences avec cet appareil-là qui vont vraiment nous intéresser pour diriger l'enquête après à aller du coup à tel endroit ou poser une question peut-être à une femme plus qu'à un homme ou orienter l'enquête. Donc ça, c'est vraiment la panoplie. Après, évidemment, il y a les caméras infrarouges, les micros pour essayer de capter, voir des choses. Je pense que c'est, pour moi, l'essence même d'une enquête paranormale, c'est avant tout, avant même le matériel, c'est ça en fait. C'est une caméra et un micro, quoi. Est-ce que on a parlé du Ouija tout à l'heure justement, est-ce que tu y crois à ça toi, au Ouija? Tu veux dire j'y crois dans le sens ça peut attirer des mauvaises entités ou est-ce que j'y crois genre ça fonctionne, on peut capter Ça fonctionne et est-ce que tu penses que ça peut attirer des choses vraiment malsaines? Je dirais oui et non. Je pense pas que ça puisse vraiment attirer des entités malsaines. Je sais pas. En fait, j'ai une partie de moi qui a pas forcément envie d'y croire parce que ça me paraît un peu fou, mais d'un côté, j'ai une histoire justement de ouf avec la Ouija. Donc Enzo pourra témoigner, il était avec moi et en fait, on a réalisé une enquête paranormale dans un lieu avec justement une Ouija qu'on nous avait donnée. C'est un abonné qui nous avait donné cette Ouija. Et il faut savoir qu'une Ouija, ça ne se prête pas et ça ne se donne pas en fait, comme le pendule. T'as pas eu peur justement qu'il ait fait des choses avec ça un peu en fait, bizarre? au début, non, moi un peu naïvement, c'était dans les débuts en plus. Je me dis, bon, bah, il me donne une Ouija, bon, bah, cool, faut en faire mon truc. Et je réfléchis pas du tout en fait à une seconde à ce côté-là, quoi. On l'utilise en enquête paranormale et on met nos appareils près de la Ouija et là, tout pète un plomb. Le K2, il va à fond. Le Melmeter, pareil, c'est un appareil qui. C'est comme le K2, mais sauf qu'au lieu que ce soit une lumière, ça va être des chiffres qui vont s'afficher. Il était monté à plus de 200 milligauss, ce qui est énorme. Je veux dire, c'est normalement, je sais pas, même ton portable, il va peut-être le faire déclencher à 10, 20. Là, 200, c'est vraiment énorme. Et là, pour le coup, je dis, ouais, c'est quoi ce truc? Et en fait, au fil de l'enquête, je dis à Enzo, je dis, ah, ça me brûle le bras, j'ai mal au bras, je sais pas ce qui se passe. Là, en fait, on tire mon t-shirt et là, j'avais des grosses griffes sur le bras. Je dis, c'est quoi? Et du coup, Enzo me dit, bah, tu t'es peut-être gratté ou quoi? Bah, je dis, non, j'ai ma caméra, je la tiens avec mes deux mains sur le stabilisateur. Donc, je dis, non, j'ai pas pu me gratter, j'ai une manche et tout, donc je comprends pas. Et en fait, c'est le lendemain, donc on rentre après chez nous, moi je dors. Le lendemain, je me réveille et je sens des douleurs dans le bras. Et là, je regarde, j'allume la lumière et là, j'avais des gros hématomes énormes sur tout le bras. Et le lendemain, plus rien. Alors, je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas, du moment où on a eu cette Ouija, on a eu beaucoup de phénomènes liés à ça, et moi, du coup, après, j'ai eu des grosses douleurs au bras, et du coup, ces gros hématomes au bras. Les hématomes ont disparu pendant la nuit, là? Ouais. Bah, en fait, si tu veux, j'ai eu les griffures. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu les hématomes, et le lendemain, encore après, j'avais plus rien. Plus de traces. Donc la Ouija, pour y revenir, est-ce que j'y crois ou pas? J'aurais envie de... Pour moi, c'est pas comme dans les films, c'est clair que c'est pas comme dans Conjuring ou quoi, enfin, oui, ça faut vraiment se l'enlever, parce que je vois des fois dans les commentaires, ah, fais attention et tout. Oui, je pense qu'il faut quand même avoir peut-être ce côté où il faut faire un minimum attention, mais après c'est clairement pas, je pense, comme dans Conjuring ou ce genre de film qu'on a l'habitude de voir, ou même le film Ouija. Ça va, les démons, c'est ça, démons, je pense que zozo, souvent, etc. c'est ça, on a tendance des fois à trop s'attacher et à se projeter dans les films qu'on peut voir, mais je pense pas que ça soit non plus à ce point-là. Donc c'est pour ça que moi je peux en réaliser sans problème et j'ai aucune crainte plus que ça d'en réaliser parce que c'est pareil, ça fait 10 ans que j'utilise la Ouija et mis à part ce phénomène-là que j'ai eu qui en plus de ça n'a peut-être rien à voir, j'ai jamais eu de résultats très probants avec la Ouija ou ce genre de choses. Donc, Et pour aller un peu plus loin, est-ce qu'après une enquête que tu t'es fait littéralement posséder par quelque chose ou tu t'es senti pas bien quand t'es rentré chez toi ou même juste après, je sais pas, dans la voiture après le tournage, ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Ça, je pense pas, enfin ça m'est pas arrivé en possession, non. Possession, ça c'est pareil, ouais, ça c'est quelque chose, je pense, ça peut peut-être arriver, mais j'ai un peu de mal à y croire pour le coup. En tout cas, moi ça ne m'est jamais arrivé pour le coup. Après, des sensations effectivement étranges, un peu bizarres, ça m'est déjà arrivé. Pour le coup, quoi, des maux de ventre, mal à la tête? Ouais, même envie de vomir. Moi, ça m'est arrivé en pleine enquête de dire stop, coupe la caméra, là je me sens pas bien, j'ai envie de vomir quoi. Alors que j'étais pas malade, j'ai pas mangé un truc bizarre ou quoi. Enfin, donc ça m'est déjà arrivé effectivement. Même des fois d'arriver dans un lieu, j'arrive et je sens une oppression, une angoisse, quelque chose d'étrange pour le coup. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses qui me sont déjà arrivées. Chez moi, j'ai déjà eu des événements, des phénomènes un peu étranges. Moi, ça m'est arrivé par exemple, on était parti avec ma compagne à la maternité. Donc personne n'avait accès à mon bureau, enfin à mon studio, qui est dans ma maison. Juste ma mère qui était venue pour nourrir les chiens, mais mon bureau était fermé, à clé. Et en fait, je reviens, j'ouvre mon bureau et là je vois parce que je me suis fait un décor, donc avec beaucoup d'objets qui viennent de brocante, tout ça, et j'avais mon crucifix qui était posé par terre à l'envers. Et là du coup je dis à ma mère, mais je dis, c'est pas toi qui es rentré dedans pour... Ah non, personne n'est rentré dans ton studio.
En plus, c'est bizarre. À l'envers, ça signifie Et vraiment c'est ça, le diable, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à l'envers, ça signifie quelque chose de mauvais. Et petite anecdote, il y a quelques jours de ça, il est retombé par terre. Mais alors je sais pas, parce que on a eu des grosses tempêtes aussi récemment, donc je me dis peut-être que ça a fait trembler les murs ou quoi, mais l'autre jour, pareil, je vais pour tourner une vidéo, je pousse le siège et je dis, bah tiens le crucifix par terre. Il t'est déjà arrivé encore d'autres trucs comme ça aussi, pendant que tu tournes une vidéo en studio, des trucs un petit peu bizarres, des lumières qui s'allument toutes seules? Ouais, dans des lumières qui s'éteignent, ça m'est déjà arrivé, mais ça souvent c'est la batterie des fois qui se vide un peu anormalement vite, pour le coup. Mais je pense que ça s'explique rationnellement, des fois le froid ou ce genre de choses. Mais après, non, j'ai pas eu non plus Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir de gros événements, sinon qui sont arrivés. J'avais une autre question aussi que je trouvais intéressante. Est-ce que tu as des outils de protection? De la sauge, des pierres? Oui, alors j'ai notamment cette croix qui est ici, qui a été bénite, protégée par un prêtre il y a quelques temps, et du coup on essaye de... Alors ça fait longtemps, là j'avoue que je l'ai pas fait, mais il y a quelques années, je l'avais fait en arrière, il fallait que je le refasse. Donc il avait pris, justement, il avait fait toute une genre d'incantation, il l'avait béni, tout ça. Après les pierres, j'ai souvent une pierre œil de tigre. Alors moi je suis pas très pierre pour le coup, hein. Moi je vais être honnête, j'y crois pas énormément. C'est plus, je me dis bon, ça me coûte rien de l'avoir, donc je la prends. Et donc j'ai une pierre sinon effectivement d'œil du tigre dans mon sac de tournage. Et après je ne fais pas spécialement de purification, ce genre de choses. Même si le médium avec qui je travaille m'a dit que je devrais le faire, justement, parce que pendant quelques temps, il s'était passé beaucoup de choses un peu étranges chez moi, dans ma vie perso, beaucoup de petites galères, de trucs pas ouf. Et c'est là que le médium, quand on a tourné une fois ensemble, il me dit « Ouais, mais Jordan, il y a un truc qui s'accroche à toi, j'ai l'impression, c'est pas bon. » Il dit « Tu devrais vraiment te faire purifier, tout ça. » Et du coup... Il a senti, lui, qu'il y avait ouais, un truc pas c'est normal. ça. En fait, il a senti qu'il y avait quelque chose, et sans que je lui dise rien, en fait, tu vois. Et je lui dis, mais c'est marrant que tu me dises ça. Je dis, bah, il y a plein de galères, quoi. La voiture qui tombe en panne, machin, enfin, plein de galères, plein de choses mis bout à bout, qui sont peut-être explicables, encore une fois, rationnellement. Mais lui, il m'a dit, non, je vois que pour moi, tu as quelque chose qui s'accroche à toi. Et... Donc du coup, j'essaye maintenant plus de mettre de l'encens, surtout dans mon lieu de travail, le studio, parce que c'est là que j'ai tout mon matériel. Moi, je ramène beaucoup de choses de brocante, ce genre de choses. Donc j'essaye de purifier les lieux avec de l'encens, de la sauge, ce genre de choses pour espérer que ça puisse faire éventuellement quelque chose, quoi. Et elle en pense quoi, ta femme, de tout ça? T'as pas peur un peu pour ton... Du coup, parce que t'as un petit bébé de 6 mois. Ouais, c'est ça. T'as pas peur pour eux? Non, parce que j'essaye quand même de vraiment dissocier déjà les deux, la vie perso des enquêtes paranormales. Pareil, moi j'ai vraiment une pièce qui est dédiée à ça, qui est attenante à la maison, mais je veux dire c'est quand même, enfin c'est assez reculé de la maison, parce que c'est vraiment une pièce qui est dédiée pour ça. Et c'est surtout que après elle s'y intéresse, mais c'est pas une fan de paranormal plus que ça en fait. Donc moi je fais mon petit truc, on en parle parce que bon, elle s'y intéresse encore une fois. Non, j'ai pas spécialement peur, je dirais pas que j'ai peur. J'essaye de faire attention, on va dire. Alors je sais pas si... Je pense pas que t'en as parlé de ça, mais à un moment donné, d'une chasse, dans la maison du docteur, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes si je dis vraiment n'importe quoi. Mais tu vas du coup entendre un bruit, c'est un détecteur, le K2 je crois qu'il va s'activer dans une autre pièce. Et après tu vas revenir dans la pièce, c'est la goutte de Ouija. Parce que vous avez du coup fait une séance juste avant de Ouija. Elle a bougé quoi. Ouais. Je crois que tu l'as pas raconté ça, c'est différent du coup. Je l'ai pas rencontré en tout cas là. Ouais, là, pas encore, ouais. Non. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette anecdote qui est quand même assez folle quoi? Le truc a bougé. En plus, j'ai voulu en parler tout à l'heure quand on parlait de la Ouija, tu vois, et après je suis passé à autre chose. Effectivement, donc dans cette fameuse maison, donc nous on l'a surnommée la maison du docteur parce que l'ancien propriétaire des lieux était un docteur. Il y a des histoires un peu sombres, un peu bizarres autour du lieu. Et c'est pour ça que j'ai voulu y faire une enquête paranormale. J'ai réalisé 3 ou 4 enquêtes paranormales, il me semble, dans cette maison. C'est un peu cette maison-là finalement qui m'a fait aussi connaître, parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui avaient fait beaucoup de vues, il s'était passé des choses assez ouf, et notamment cette goutte de Ouija, où effectivement en fait on réalise une séance de Ouija, donc posée sur un meuble, tout ce qui est de plus classique. On laisse la goutte posée au centre ou sur Goodbye, je sais plus. On part faire quelque chose avec le K2, tout ça. On revient en fait, et de mémoire on entend un bruit ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, on se retourne et on voit que la goutte de Ouija a descendu. En fait, si tu veux, tu avais vraiment le meuble avec un petit tiroir, elle était posée sur le petit tiroir juste en bas, quoi. On s'est dit, mais c'est ouf, quoi. Donc, on avait même à ce jour, on n'a aucune explication rationnelle. Soit on a fait des vibrations en marchant et peut-être qu'elle était sur le bord, elle est tombée, elle a glissé. Enfin, je sais pas, on essaie de toujours trouver une explication rationnelle, mais pour le coup, ouais, c'est un événement qui nous a vraiment marqué parce que. Comment l'expliquer, quoi, en fait. Tu t'es jamais dit peut-être que c'est un pote à moi qui m'a piégé, ou tu pars avec vraiment des personnes de confiance tout le temps, quoi? Bah, déjà, je pars toujours avec des personnes de confiance. Généralement, de toute façon, on est toujours 2, voire 3 maximum. Je crois qu'on n'a jamais Enfin, des fois, quand on a été plus, c'est quand on fait un featuring avec un autre youtubeur, par exemple, ce genre de choses. Mais sinon, on est 2, voire 3. Et c'est pareil, c'est des lieux qui sont à l'autre bout de la France. Donc, les personnes qui enquêtent avec moi sont avec moi dans l'enquête, donc ne peuvent pas me piéger. Sont tout aussi passionnés que moi, en plus, dans le paranormal.
tout. Donc, et puis je pense que je le verrai en fait. Les lieux généralement sont pas immenses non plus par rapport à, enfin on pourrait croire des fois que c'est très grand mais ça l'est rarement. C'est souvent en vidéo, on a l'impression que c'est très grand mais non. Donc non, je pense pas et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question maintenant que tu le dis. Mais non, je pense pas, honnêtement. Mais non, je pense pas, honnêtement. Bon, c'est cool de savoir que du coup t'es bien entouré. Ouais. T'as déjà eu affaire à la police pendant des urbex ou des propriétaires un petit peu énervés qui voulaient peut-être te fracasser la gueule? J'ai mis un bruit? C'est un papillon. Waouh, ça m'a fait peur. Du coup, oui, à juste titre, c'est vrai qu'on est déjà tombé sur des propriétaires ou des policiers, gendarmerie, mais ce qui est normal, parce qu'encore une fois, la plupart de ces lieux-là, c'est des lieux où on n'a pas forcément l'autorisation. Donc c'est tout à fait normal, et généralement, ça se passe toujours très bien. Alors au début, ça va souvent être un peu mouvementé. Justement, la joie notamment, il y a 2 mois de ça à peu près, on est parti enquêter dans un château, et on entend du bruit. On se dit, c'est quoi? Il y a du bruit, enfin dehors, à l'extérieur, quoi. Et là, on voit des lumières. C'est peut-être des urbexeurs, des gens qui viennent aussi explorer le lieu. Et puis je dis, mais après, leur lumière, elle est puissante quand même, c'est bizarre. Et en fait, d'un coup, on entend un gros bruit sourd dans le château. Donc je dis, bon, bah, parce qu'après, mon médium qui est allé dit, oh, faut se cacher. Et moi, je l'explique à chaque fois. Je dis, non, quand il y a du monde, ça sert à rien de se cacher. En fait, faut aller le voir, quoi. Se cacher, c'est pire, ça montre que t'as quelque chose à te reprocher, alors que finalement, t'es juste là, tu fais une vidéo, tu fais rien de mal, quoi. Donc du coup, je dis, bon, on descend, on y va. Donc il y avait moi, Kenny et donc le médium. On descend et là, on voit 5-6 gendarmes équipés, taser à la main, et les armes et tout. Et je dis, oh, il se passe quoi? Et ça s'est très bien passé. Finalement, ils ont dit, bon, vous n'avez pas le droit d'être là, on va vous demander de reprendre le matériel, de partir. Et du coup, voilà, j'en ai fait une vidéo où je parle justement un petit peu de ça. Et on est reparti, ça s'est très bien passé. Pareil, une fois, c'était avec Enzo, on était parti en Bretagne explorer un manoir. Et Enzo, en fait, avait le trépied sur son épaule. Et il marchait comme ça pour aller dans le manoir. Et en fait, là, on voit des gendarmeries, des fourgons qui arrivent avec les chiens, machin, des armes et tout. Enfin, je dis, ouais, il se passe quoi? En fait, vraiment gros déploiement, quoi. Et là, le flic, il nous regarde, puis il rigole, tu vois. Du coup, on se dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il dit, vous avez pas d'armes sur vous? Bah non, pourquoi? Non, parce que les voisins ils nous ont appelés, apparemment, un de vous aviez une arme sur l'épaule et tout. Et là, on se met avec la tête de rire. On fait, mais non, en fait, c'est mon pote, il avait juste un trépied sur l'épaule, mais c'est pas une arme, quoi. Et donc voilà, des petites anecdotes comme ça, tu vois, il y en a beaucoup, hein, ou des propriétaires, des fois aussi, sur qui on tombe, des héritiers. Moi, ça m'est arrivé, c'était avec Maïwen, avec qui j'avais fait, une amie avec qui j'avais fait une enquête paranormale. Je lui fais la visite des lieux. Donc moi, c'est un lieu que j'avais déjà fait plusieurs fois en exploration. J'avais pas forcément filmé dedans, mais plusieurs fois, j'étais venu, j'avais filmé tout ça dedans. Donc je dis, ouais, t'inquiète, c'est safe, c'est bien, on risque rien là-bas. On arrive, je lui fais la visite, et là, pareil, on entend une voiture qui arrive. Et je dis, waouh, là je dis la voiture c'est bizarre parce que je dis il y a un portail, il est fermé à clé, donc si la voiture rentre c'est qu'elle a les clés, quoi. Donc je dis là c'est pas un urbexeur ou quoi, donc là ça nous met pas bien. Et en fait un couple d'une 50aine d'années je dirais, notamment le mari qui était très agressif, on voyait qu'il avait sûrement je pense un peu bu, tout ça. Donc direct, bon je pense mon matériel et tout, je dis on sait jamais parce que bon en plus je suis avec une amie, donc je me dis il faut quand même aussi que je la protège un minimum, la pauvre je l'amène dans des bourbiers, donc et du coup être très très agressif tout ça. Et je pense ce qui m'a sauvé, et c'est ce qui me sauve des fois, c'est ma taille, ça impressionne assez souvent les gens. Et du coup quand je me suis approché de lui, alors sans animosité ou quoi, mais vraiment pour lui dire bah voilà on fait rien, on s'excuse, on part et tout. Et ça l'a calmé un petit peu, et du coup il nous a dit bon ok partez c'est bon. Et du coup il nous a laissé partir, et c'est vrai que sur ce coup là on a eu de la chance parce que vraiment il était très agressif. Donc ça arrive, mais c'est rare, c'est vraiment une minorité. Je veux dire sur 10 ans j'ai dû me faire peut-être interpeller 2 ou 3, 4 fois par la police, et on a dû tomber 2 ou 3 fois sur des propriétaires, donc c'est relativement rare, généralement ça se passe quand même bien. Moi aussi du coup la taille ça... Les gens souvent me respectent assez sur ça. Jamais, vraiment jamais, ça m'arrive jamais. Ok, d'accord. Ah oui, j'aimerais qu'on parle de cet événement qui m'a marqué. Et d'ailleurs, c'est grâce, je crois, à cette vidéo que j'ai découvert, l'enquête à Fougeray avec Enjoy Phoenix. Et l'événement qui m'a le plus marqué, moi, dans cette vidéo, et qui m'a vraiment, je me souviens à l'époque, mis les frissons, c'est vraiment quand ce van, du coup, qu'on voit au début de la vidéo, disparaît à un moment donné, à la fin du coup de l'enquête, je crois que c'est vers la fin si je dis pas de bêtises, et c'est du coup Enzo qui est ici qui dit il est où le van? Il a disparu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cet événement pour que les gens aient le contexte et ils vivent le truc, quoi. Donc on arrive en fait avec Enzo et Marie, Véronique, la propriétaire des lieux de Fougeray, nous fait donc une visite. Elle nous fait visiter les différentes pièces, elle nous raconte un peu les histoires, et on arrive dans ce fameux couloir où elle nous dit, donc là vous voyez il y a un petit fourgon Mon Chéri et une petite balle il me semble ou quelque chose comme ça. Elle dit bah ça c'est des objets qui ont l'habitude de bouger à Fougeray, tout ça. Bon ok, donc nous on n'y prête pas trop attention, on continue la visite des lieux. On réalise effectivement notre première nuit d'enquête, il me semble que c'est la première nuit d'enquête. On se balade un petit peu dans les différents couloirs, tout ça, un peu partout. Et on entendait beaucoup de bruits de pas. Des bruits de pas, tout ça, on se dit, oh, putain, mais c'est ouf, on n'est pas tout seul dans les lieux. Et à un moment donné, en fait, je crois que c'est moi. Je repense en fait à ce que m'avait dit Véronique, le van bouge et la petite balle bouge souvent. Et du coup, j'y repense, je sais pas, machinalement, et là, je tourne la tête.
Et je dis, ah, mais attendez, on est au bon étage ou pas? Je dis, c'est pas là qu'il y a un van normalement La Marie et Enzo, ils me font, non, mais arrête. Je dis, je sais pas, après, peut-être que je suis pas au bon étage, enfin, peut-être que je me trompe. Non, non, c'était ici. Et là, tout le monde commence un peu à paniquer, il se passe quoi? Enfin, et je dis, bon, attendez, on va redescendre au QG tout en bas, on va essayer de voir et de comprendre ce qui se passe, quoi. Et on redescend donc tout en bas. Donc Marie et Karine qui étaient là, pas bien du tout. Nous, avec Enzo, on essaye de les réconforter. Non, mais vous inquiétez pas, on va essayer de trouver une explication. C'est sûrement explicable rationnellement, pas de souci. Et en fait, Enzo, à un moment donné, il fait, oh putain, il est là. Et là, on se retourne, on se regarde tous, et en fait, le petit van était posé sur la table dans la salle à manger. Alors qu'il était 2 heures avant, il était à l'étage, quoi, je veux dire. Et même, je crois que sur les plans, en fait, même au début de l'enquête, sur les plans, il me semble qu'on le voit. Ah oui, on le voit posé. Ouais, c'est ça, on le voit posé. On le voit posé, j'ai regardé la vidéo avant. Voilà. On le voit posé, et juste après, on le voit ailleurs. C'est ça. J'ai pas d'explication. La seule, ça serait que quelqu'un soit rentré dans le château, et parce que, pareil, en fait, on avait accès aux escaliers de Bonne, mais on nous avait déconseillé d'y aller parce que c'est assez dangereux, tout ça. Donc du coup, on n'a pas du tout été dans les escaliers de Bonne. La seule explication rationnelle qui me paraît un peu farfelue, ça serait que quelqu'un extérieur soit rentré dans le château par cet escalier, serait venu dans le... Bon, ça me paraît un peu fou, mais c'est la seule explication rationnelle, en tout cas, que j'aurais pour cet événement, quoi. Il y a beaucoup de, je crois, beaucoup de personnes sur Internet qui disent que Fougeray, c'est quelque chose de très commercial. Est-ce que tu penses que tu t'es pas fait piéger ce jour-là par la propriétaire? Tu la sentais bien ou pas la personne? Je la connais pas, moi, personnellement, Oui. la femme qui est là-bas. Honnêtement, moi j'ai toujours été très bien reçu. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'explique souvent, c'est que les propriétaires n'habitent pas dans le château. Hein. Ils habitent à l'extérieur, ils habitent, je crois, à 15-20 minutes du château. Donc quand ils viennent nous ouvrir le château, ils nous ouvrent les portes du château, ils nous donnent les clés, on ferme derrière nous, ils partent, quoi. Donc je veux dire, on est seul, on est verrouillé dans le château. Donc non, ça me paraît vraiment peu probable. Après, effectivement, on entend beaucoup de choses parce que le château de Fougeray est très médiatisé. Donc le moindre événement, le moindre fait et geste qui se passe à Fougeray, tout de suite, c'est fake. Et moi, c'est ce que j'explique. Il faut vraiment, je pense, réussir à dissocier effectivement ce côté un peu business de Fougeray qui est présent et on peut pas le nier. Je veux dire, il y a ce côté business avec les chambres d'hôtes, il y a ce côté médiatique avec les émissions à télé, Netflix, tout ça. Mais ça reste un château ancien où il s'est passé des choses. Enfin, je veux dire, c'est des choses réelles qui sont retrouvables dans les archives du château, quoi. Et piéger, je sais pas, après, c'est comme pour le paranormal, tu vois. Tu peux pas dire c'est paranormal ou c'est rationnel. Et cet événement-là, c'est pareil, je pourrais pas affirmer que c'est paranormal, mais je peux pas affirmer non plus qu'il y a peut-être pas une explication rationnelle. En tout cas, nous tous sur place, les 4, on n'est pas à l'origine de ce phénomène-là, ça c'est sûr. Et pareil, on a tous confiance entre nous ça c'est sûr qu'aucun de nous en est à l'origine. Après, est-ce qu'une personne extérieure en est à l'origine? Comme je t'expliquais, il faudrait que la personne soit entrée par l'escalier de Bonne, tout ça. Ça me paraît peu probable. Tu penses pas que c'est un mec justement qui connaît la propriétaire, quoi, un pote à la propriétaire? Je non pense pas, Ouais, honnêtement, je pense pas. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, Jordan, c'est que donc, tous les accès sont fermés. Nous, Ouais. au moment où ils nous laissent les clés, on mange, on débrief, on fait un truc, et on attend. Minuit, généralement, on attend les en retard. Donc on reste 4-5 heures dans le lieu. Ça veut dire que le gaz plante dans les escaliers pendant 4-5 heures. Et même, effectivement, on entend les bruits de pas. Donc Ouais. à partir du moment où tu te déplaces, on l'entend. On l'entend très bien, on peut se douter qu'il y a personne qui entend les bruits de pas. Mais Oui, c'est ça. Généralement, quoi. C'est pas impossible, mais ça paraîtrait assez fou. Mais comme ça paraît fou, que ça soit paranormal finalement. Donc Les deux paraissent fous, en fait. c'est ça. Pour moi, je pense qu'il y a une explication rationnelle, je saurais pas te dire laquelle. Parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'un objet puisse se déplacer d'une pièce à une autre. Ça me paraît improbable, tu vois. Ça me paraît vraiment improbable. Pour moi, il y a sûrement une explication. Après laquelle, je sais pas. Est-ce que tu as déjà refusé d'aller dans des lieux parce que l'histoire te faisait trop peur, parce qu'il s'est passé des choses beaucoup trop graves, des meurtres? Voilà, en fait, t'as une petite chapelle, et en fait, donc, il a brûlé sa femme et ses enfants dehors. Et ensuite, après, il les a mis dans la chapelle de mémoire, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une histoire qui est très connue par chez nous. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, et je dis, ah non, moi, je peux pas faire une enquête là-dedans. Ouais, t'as encore des membres de la famille, en fait, qui vivent. Donc, c'est très délicat. Et surtout que dans les chambres, t'avais encore tous les objets des enfants et tout. Comme dit Enzo, l'enquête était encore en cours, tout ça. Je dis, non, je peux pas enquêter là, c'est... Par respect, en fait, je le sentais pas du tout. Je vois pas comment je pourrais faire une enquête paranormale, en fait. C'est trop délicat, en fait, et l'histoire, en plus, est trop récente, tout ça. Donc, c'est la seule fois, je crois, où ça m'est arrivé, pour le coup, de faire demi-tour, quoi. T'as déjà pensé à arrêter tout ça? Les enquêtes peut-être. Est-ce que même, à un moment donné, c'est arrivé de te lasser de ça? Je sais pas, t'as vécu un truc un peu trop grave dans un lieu, ou peut-être beaucoup trop intense, et tu t'es dit, non, là, c'est trop... je pense que je vais arrêter pendant un moment, ou peut-être définitivement. Bon, du coup, non, mais t'as déjà eu cette pensée-là ou pas? Alors non, j'ai jamais pensé à arrêter, parce que c'est quelque chose qui m'anime, déjà, j'adore faire ça. Même sans parler du côté paranormal, aller dans des lieux, découvrir, comme ici, tu vois, t'as les meubles, t'as les photos, t'as des documents, t'as l'impression que la vie s'est arrêtée du jour au lendemain. J'adore ça, juste découvrir ça, j'adore. Et je pense que j'ai pas vécu en fait d'événements assez marquants, je dirais, pour me dire, waouh, j'arrête, quoi.
Je veux dire, j'ai vécu plein de choses, effectivement, qui sont des fois assez ouf quand j'y repense avec le recul. Mais de là à me dire je vais arrêter, et en plus ça serait un peu contradictoire, parce que je veux dire le paranormal c'est quoi? C'est on essaye justement d'obtenir des réponses, des preuves d'une existence, d'une vie après la mort. Alors si au moindre phénomène t'arrêtes, bon c'est dommage quoi. D'ailleurs, en parlant de cette maison, est-ce que tu as déjà vécu des trucs? Parce que tu es déjà venu ici, c'est toi qui m'as conseillé le lieu pour expliquer un peu aux gens. Tu as déjà vécu des trucs soit hardcore ici? Ouais, franchement, j'ai eu pas mal d'événements ici. Moi, je suis venu à 3 reprises. J'ai fait 3 épisodes ici, notamment 2 tout seul, si je me souviens bien. J'ai dormi sur place également, et j'ai eu beaucoup de phénomènes, notamment. Alors là, c'est dommage, elle a disparu. Il y avait un ange elle est par terre. T'as une photo en fait qui était posée sur le meuble, et en fait, à chaque fois que j'approchais mon appareil, donc le K2, ça déclenchait sur une des personnes, donc sur le fils. Ça déclenchait que sur lui. Et dès que je décalais de quelques centimètres sur donc le père et la mère, ça ne déclenchait pas. Donc ça, c'est le premier phénomène que j'ai eu. Pareil, après, j'ai laissé des caméras de surveillance dans toute la maison et j'étais avec mon van à l'extérieur du lieu et on pouvait voir en direct ce qui se passait dans la maison. Et en fait, on voit la photo qui bouge comme ça. Et le K2 qui réagit au même moment, qui était posé à côté. Donc j'ai eu ça. Pareil, pendant que tu étais en vidéosurveillance, on a vu la porte de la chambre, donc pas la première chambre, mais l'autre, celle qui est un peu plus loin, qui est juste avant l'escalier. La porte qui se referme, donc pareil, alors qu'il n'y avait pas de vent, puis on avait essayé de vraiment bien barricader, fermer, la porte du couloir était fermée aussi pour éviter tout courant d'air. J'ai eu ça pendant la nuit, pendant que je dormais, j'ai mon spirit voice qui m'a dit le mot, il me semble, fantôme ou entité, quelque chose comme ça, pendant que je dormais. Donc je t'avoue, ça te met pas très bien, tu vois, t'es 4-5 heures du matin, tu te réveilles un peu en sursaut et dur, ouais. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, t'es fatigué, donc t'arrives à te rendormir généralement assez vite. Donc ouais, j'ai vécu quand même pas mal de choses ici assez étranges, et sans parler des différents bruits de pas. Seb était venu, que tu connais aussi, donc Seb était venu, donc un ami qui était venu ici, je lui ai dit tiens, faut que je te fasse découvrir la maison. Il était en live sur Instagram, il me semble, et à un moment donné, derrière nous, on entend un gros boum. Et là on se retourne, en fait on voit une grosse pile qui était tombée par terre. Et en fait sur les plans d'avant, on voit elle était posée sur un meuble. Et juste après on la voit tomber par terre. Alors pareil, peut-être que des fois en marchant, ça peut faire vibrer un peu les meubles et ça l'a fait tomber. Après là c'est quand même des lits, donc mais ouais, c'est ça. C'est quand même costaud quoi. C'est quand même assez lourd, donc ça paraît peu probable. Et sinon l'événement qui m'a vraiment marqué ici dans cette maison, pareil c'était pas sur ma chaîne, c'était sur celle de mon pote Alex Aysolf. Je l'amène pareil, je lui dis faut que tu viennes dans cette maison là, il tente plein d'expériences à chaque fois. Et je lui dis viens enquêter dans cette maison, tu verras, franchement c'est Conjuring version français quoi. Bon peut-être pas non plus, mais je veux dire il se passe vraiment beaucoup de choses. Et en fait il vient avec pas mal de systèmes, tout ça, et notamment il laisse un micro très puissant posé juste ici. Et nous on était tout en bas au niveau de la cave, t'as dû voir ça avec la voiture. Donc moi en fait j'ai le casque sur les oreilles et je peux entendre ce qui se passe. Et on peut également, on avait posé un talkie-walkie pour poser des questions, n'hésitez pas à faire réagir un appareil, n'hésitez pas à parler dans le micro. Et en fait là, à un moment donné, j'entends une voix. Là, j'enlève vite le casque et je dis Alex, c'est toi qui me parles? Et lui, il était plus loin, il me dit non, je suis en train de mettre une caméra et tout. Ah putain, et là je dis je me sens pas bien, je dis il y a un homme, un vieil homme qui m'a parlé dans le casque. Je dis je te jure, j'ai entendu une voix. Et ça venait du coup d'ici, là où il y avait le micro. Et j'ai clairement entendu un vieil homme, mais vraiment me parler quoi, j'ai entendu la voix clairement quoi. Et au début je dis mais j'ai halluciné, il me dit non mais c'est pas moi et tout. Je dis bon j'ai dû bugger, je sais pas la fatigue ou quoi. Et en fait au montage il a analysé le son et en fait t'entends clairement effectivement une voix d'homme, d'un vieil homme qui parle quoi. T'as entendu ce qu'il a dit? Non, on comprend pas malheureusement. Moi en fait ce qui est ouf c'est que moi quand j'avais le casque j'avais l'impression que c'était beaucoup plus audible que ça. Et en fait, quand on a analysé la séquence au montage, on se rend compte que non, en fait, on n'arrive vraiment pas à percevoir ce que ça dit. Et on entend clairement que c'est une voix d'un vieil homme, quoi. Il y avait personne, je veux dire, même tu vois, la route est quand même assez loin, les voisins, c'est fait de façon que ça paraît peu probable que ça soit à l'extérieur. Et surtout, il était très tard, il devait être peut-être 4-5 heures du matin, peut-être. Il y a un moment aussi où tu vas dans la même maison du coup qu'on a parlé tout à l'heure, la maison du docteur. Après que tu aies du coup posé une question à la potentielle entité de la maison, un long silence va s'installer dans la pièce, suivi d'un gros boom. Tu vas l'entendre, ça va être très audible là pour le coup. Vous allez du coup faire le tour de la maison pour voir s'il y a quelqu'un, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a personne. C'est ça, en fait si tu veux, et c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement tu dis il est très audible et tu fais bien de préciser ça parce que c'est rare en fait que quand il se passe un événement, souvent soit ta caméra filme pas, soit le micro est trop lointain donc t'entends pas le son. Et c'est très compliqué de ce genre de phénomène de bien les entendre quoi. Souvent nous on entend des choses sur place, on se dit oh c'est un truc de fou et puis après tu regardes le rush et tu te dis en fait on n'entend rien. Et c'est vrai que ça c'est frustrant et notamment oui ce bruit là c'était assez impressionnant parce que donc je me rappelle on était 3 donc il y avait moi, Anthony et Maïwen et on était donc au premier étage, chacun disposait donc moi j'étais au niveau du couloir, Maïwen était dans une chambre là où la Ouija a bougé justement et Anthony était dans une chambre tout au fond du couloir. Et en fait on demande est-ce que Jean-Christophe est avec nous, donc Jean-Christophe c'est une des personnes qui serait morte dans la maison. Donc plusieurs fois, est-ce que Jean-Christophe serait avec nous? Si oui, manifeste-toi. Plusieurs fois. Et au bout de la 3e fois, Jean-Christophe, est-ce que tu es ici? Et là on entend un gros paf, un gros bruit énorme, mais comme si que tu prenais un objet et que tu le balançais au sol, quoi. Vraiment un gros bruit.
On aimerait savoir si un Jean-Christophe serait dans ces lieux. Est-ce qu'un Jean-Christophe est ici? Oh non! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Et là, Maïwenn a crié, commence à paniquer, tout le monde, je suis là, calmez-vous, calmez-vous, il faut qu'on écoute. Surtout, il faut qu'on écoute s'il y a quelqu'un qui est rentré ou autre, quoi. Donc rapidement, on descend en bas, on essaie de faire un tour, on voit qu'il n'y a personne, on sort carrément dehors, à l'extérieur avec des lampes torches, on regarde partout, le portail est toujours fermé, il n'y a rien, en plus il faisait pas très beau ce jour-là, donc ça me donne moins envie aux gens, on va dire, de venir explorer des lieux. Et en fait, rapidement, on se rend compte qu'il n'y a personne, quoi. Il n'y a vraiment personne sur place, et pourtant on a eu un gros bruit, je pense clairement un jet d'objets, quoi, dans la maison, pendant qu'on était sur place, et il n'y a aucune explication là pour le coup rationnelle, quoi. T'as déjà eu des histoires comme ça, enfin voilà, en enquête, enfin des réponses des entités qui t'ont vraiment bouleversé à tel point que t'as arrêté carrément de l'enquête parce que l'histoire ou ce que tu ressentais sur le truc était vraiment trop impressionnant, quoi, pour toi? Alors est-ce que j'ai déjà vécu des événements au point d'arrêter l'enquête? Je dirais non. Peut-être pas au point d'arrêter l'enquête, mais effectivement, on a eu des fois des réponses à des questions où vraiment on s'est dit c'est troublant. Par exemple, on avait demandé est-ce que le paradis et l'enfer ça existe? Et on nous avait répondu que, alors oui et non, il y avait effectivement quelque chose de semblable, c'était pas vraiment ça, mais qu'il y avait quelque chose un peu de semblable à ça. On avait demandé s'ils pouvaient nous voir, nous toucher, et quand ça te répond que bah oui, tu vois, t'es là, tu te dis oh. C'est des choses où tu peux t'en douter et te dire bah oui, si on communique avec eux, c'est qu'ils peuvent sûrement nous voir, peut-être même nous toucher. Des fois, on a tous, tu vois, des fois ressenti, tu sais, un frisson, un truc ou quoi. Moi, des fois, je suis chez moi, tu sais, et tu sais pas, t'as le frigo, il va faire un bruit, hop, tu vas avoir peur, tu vas te dire oui, il se passe quoi en fait, ah non, c'est bon, il y a rien. Et on ressent tous des choses, des trucs un peu étranges, et c'est vrai que du coup, on essaie de poser souvent des questions un peu que tout le monde se pose finalement. Est-ce qu'ils peuvent nous voir, nous entendre? Et c'est vrai que quand t'as une réponse qui te dit que clairement oui, ouais, ça te met pas bien, quoi. Après, de là, arrêter l'enquête, non. Mais par contre, on a vraiment eu des fois des réponses troublantes. Moi, notamment, je pense à une enquête, il me semble que c'était avec toi, Enzo. On réalise l'enquête, tout se passe bien, et en fait, toute l'enquête nous amène à se dire qu'il y a un corps qui est enterré dans la cave, en terre battue. Pourquoi? Parce que t'as des réponses C'est ça, en fait, on pose plein de Ok. questions, et en fait, selon toutes les réponses qu'on obtient, on en déduit qu'en fait, quelqu'un serait enterré, quoi. C'est ça, assassiné et enterré dans la maison, dans la cave qui est en terre battue, quoi. Donc là, on descend en bas, tout ça, je prends les baguettes, les trucs, et en fait, et je dis, bah ouais, en fait, c'est sûr, quoi, je veux dire, tout réagit, et là, on prend le K2, on le pose à l'endroit où visiblement il y a eu quelque chose, et là, le K2, il s'excite, il monte jusqu'au rouge, vraiment, et on se dit, et je l'enlève, plus rien, on le remet dessus, il se passe quelque chose. Et alors, coïncidence ou pas, je crois que c'était, je sais plus, une semaine après, quelque chose comme ça, dans les journaux, en fait, locaux, on voit qu'un corps a été retrouvé dans une maison abandonnée dans ce village-là. Alors je sais pas si c'est cette maison-là, j'ai jamais été vérifié, je saurais pas du tout, c'est peut-être juste une coïncidence pour le coup, mais en tout cas un corps avait été retrouvé dans une maison et c'était le village où nous on avait fait notre enquête paranormale, quoi. Dommage que vous n'êtes pas allé vérifier, Ouais. putain, ça aurait été Ça aurait fou, pu hein. être incroyable. Si Ça on aurait pu avait la être réponse à incroyable. ça. Et du coup, ça tu l'as filmé, du coup? Oui, c'est Tu ça. l'as même dit, etc., Ouais. en voix off, etc. Alors ça, je sais plus, je crois que l'enquête était déjà sortie à ce Ah, moment-là, je sais dommage. plus. Je crois que c'était déjà sorti tout ça. Je sais plus, là je te dis, c'est une enquête qui doit dater peut-être il y a 5-6 ans en arrière. Mais en tout cas, c'était une histoire de fou parce que vraiment, même des gens ils m'ont dit, ah, t'aurais dû creuser. Je dis, bon, peut-être pas jusqu'à là non plus. Ouais, Mais... faut doser, ouais. C'est ça, et puis c'est pas chez moi, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça t'intrigue parce que tu te dis, mais et s'il y avait vraiment quelque chose? Parce que finalement, là, ça pourrait presque prouver que les réponses qu'on a eues, c'est vraiment du paranormal pour le coup, tu vois. Des fois, t'as cette frustration de te dire, tu peux pas forcément aller au bout de la chose ou. Après, est-ce que ce serait pas trop, tu vois, Oui, t'immiscer un peu trop, parce que là, c'est grave, hein, si tu découvres un... je sais c'est pas, ça. Je pense qu'il faut, c'est ça, faut réussir à trouver cet peser le pour et le entre-deux. contre, ouais, Ouais, je c'est pense. ça. Même ta position à toi, si tu découvres ça, tu fais quoi en fait? Tu vas à la police, tu lui dis bon ben j'ai fait une chasse aux fantômes. Ouais, ouais, je pense que dans tous les cas, Ouais, ouais, oui, parce que mais je me c'est dis, quand moi, même spécial. c'est ça, j'ai rien à me reprocher. Nous, on n'entre jamais par effraction dans les lieux ou autre. Enfin, je veux dire, voilà, on fait les choses vraiment bien. Et c'est pour ça que ça se passe toujours très bien quand on se fait arrêter par la police ou autre. Donc oui, je pense que je serais vraiment pas bien pour le coup. Je pense que c'est toujours compliqué de savoir comment on réagirait à une situation comme ça. Mais je pense que oui, j'appellerais les forces de l'ordre direct. Bon, il y a un petit problème, quoi. Est-ce que t'as déjà été bon, si tu me l'as raconté tout à l'heure, t'as été griffé. Mais est-ce que tu as déjà été une autre fois agressé physiquement, je sais pas moi, une porte qui s'est fermée devant toi, des trucs un petit peu comme ça? Physiquement, je pense que c'est alors vraiment physiquement sur moi, visible, je pense que c'est le seul événement. Ouais. Les griffes après avec les hématomes. Par contre, dans une de mes enquêtes un peu plus récentes, qui doit dater d'il y a 4-5 mois maintenant, peut-être un peu plus, 6 mois, en arrière, je me suis senti très mal en fait. On était deux, donc moi et Jean, on était deux. Lui, il était donc au rez-de-chaussée, au premier étage de mémoire, et moi j'étais dans les combles. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu une absence. En fait, je pose ma caméra,
J'allais pour m'asseoir sur le siège, donc c'était la scène que j'avais prévue en fait de faire. Je pose la caméra et en fait on me voit, je suis debout et je bug en fait. C'est comme des fois quand on te dit hey, allô, Terrifiant ah oui, cette scène, je l'ai vu sur c'est YouTube, ça. terrifiant. Et en fait je suis complètement déconnecté. Et t'as des gens qui m'appellent au talkie-walkie qui me disent Jordan, ça va? Et moi en fait on voit que je suis un peu dans un état presque, tu sais, un peu sommeil presque. Ouais, second. Et jusqu'à un moment donné où je commence à prendre conscience qu'on me parle quoi, donc je prends le talkie, je dis ouais, qu'il se passe quoi? Il me dit bah tu fais quoi? Et en fait, on voit que je suis déconnecté, je bug en fait, je sais pas trop ce que je fais, où je suis. Donc après, il me rejoint, il me dit mais ça va, Jordan, il se passe quoi? Je dis mais je sais pas, et puis j'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai envie de pleurer, je sais pas ce qui se passe quoi. Et là vraiment, je me suis pas senti bien. Alors moi, parce que des gens ils m'ont dit ouais, ça c'est quand avant de te faire posséder, tout ça. Alors peut-être, c'est ce qui se dit en tout cas dans le paranormal. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la fatigue parce que c'est des heures de route, des heures à faire les plans, ce genre de choses. On enquête toute la nuit, donc on est beaucoup fatigué. Et je pense que comme des fois ça peut t'arriver, c'est quand t'es dans tes pensées. Je pense que là c'est ça, peut-être en plus, ouais c'est ça, en accentué on va dire. Mais pour moi, je pense que ça peut s'expliquer de façon rationnelle. Je pense que c'est plus ça pour le coup que vraiment une attaque physique. Après, je reste ouvert, hein, pourquoi pas, mais je pense que c'est plus vraiment dû à la fatigue pour le coup. Un jour, j'ai eu une anecdote sur la question précédente. Est-ce que tu te souviens la première vidéo avec Marie? Ouais. On était allé faire un repérage la nuit d'avant. Enzo, viens vraiment à côté de Jordan, viens vraiment à côté de Jordan, comme ça on a le son, etc. On est allé faire un repérage la nuit d'avant. Et donc on rentre dans le château et tout, on arrive à trouver une entrée sans effraction. On est dans le stress parce qu'on savait qu'il y avait potentiellement des caméras et tout, donc on était dans le stress. Marie teste son pendule et rentre en discussion. Et en fait, dans les pièces où on va, on commence à entendre des murmures. Ah oui, oui. Et oui. en fait, à un moment donné, on se met vraiment dans une pièce au centre. Et même moi, qui suis le moins sensible normalement au genre de choses, on entend vraiment discuter avec nous. Et... Comme si tu avais des personnes qui parlent avec Voilà, des gens ouais, c'est qui ça. parlent. Et là, par contre, on est parti au courant. Ouais, là ça nous a pas mis bien. Là ça nous a vraiment pas mis bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce même lieu, du coup, tu me fais rebondir sur une autre anecdote. En fait, ce qui est assez fou, c'est que Marie, du coup, elle a beaucoup de sensibilité un peu liée à la médiumnité. Enjoy Phoenix? Ouais, On parle c'est d'Enjoy ça. Phoenix? D'accord, Marie. Et en fait, à un moment donné, elle se sent pas bien du tout. Et en fait, elle va ressentir l'émotion de la personne décédée en fait dans les lieux. Donc, ça serait une personne qui se serait suicidée dans les escaliers. Et en fait, elle va ressentir toute cette émotion et elle va se mettre littéralement en fait, à pleurer, à pas être bien du tout. Et au point que nous, on met presque pause en fait au tournage, tu vois. On se dit, bah c'est pas possible, stop. Enzo, il essaie de la réconforter et tout. Il dit, non, mais ça respire. Depuis longtemps en plus, je crois. Et on a essayé de trouver en fait comment elle était morte et tout. Et là, on a l'information. Ouais. Et là, vraiment, elle se met à pleurer. Et je dis, tu peux pas l'inventer, quoi. Je veux dire, c'est des vraies larmes, quoi. Vraiment, tu vois qu'elle est pas bien, elle pleure et tout, et ça semble pas être elle, en fait. T'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a pris presque un peu possession de son corps, tu vois, qui lui transmet les émotions, quoi. Et je voyais vraiment presque, pas crise de panique, mais vraiment du mal un peu à reprendre sa respiration. On sentait une pression du coup des autres entités, des autres esprits. On sentait qu'il y avait quand même une sorte de pression dans celui où on était. Et du coup, Enzo, bah, t'étais là, toi, respire, ça va bien se passer, tout ça. Et ça mais là, mais sur place, c'était compliqué. Une crise de panique après derrière. C'est ça. En fait, c'est pour ça que nous, quand on fait des... Encore une fois, je répète, on y croit pas au paranormal, mais on a toujours cette responsabilité quand on fait venir des personnes sur les enquêtes. Je vois des fois des abonnés qui me disent est-ce qu'on peut venir, tout ça. C'est très compliqué parce qu'on sait pas comment les gens vont réagir. Parce que, encore une fois, si on part du principe qu'il y a quelque chose après la mort, que les esprits, tout ça, ça existe, il peut se passer des fois des choses où nous, après, il faut que derrière, on puisse aussi gérer la situation, tu vois. Et des fois, ça peut être compliqué. Donc maintenant, avec l'expérience, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, ça va, on arrive à gérer la plupart des situations. Même moi, quand je me suis pas senti bien, tout ça, on arrive à gérer ça. Et avec Marie, justement, on a réussi à gérer ça. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment la personne peut réagir. Il y a le truc au fait qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je me rappelle l'enquête où j'étais là, par contre, de cette scène avec Théo. Ah ouais, là, j'ai passé énormément de choses dans la maison, mais vraiment des trucs physiques, des jets et autres. Et Théo a été à deux doigts de faire une crise cardiaque. Bah là, je peux raconter l'anecdote si tu veux, parce que ça c'est ouf. Celle-là est vraiment impressionnante. Une crise cardiaque? Ouais. Ah oui, il y a vraiment à deux doigts. Alors en fait, pour t'expliquer, on arrive dans un château qui est surnommé le château Jean d'Armette, comme ça qui est surnommé dans l'Urbex. Et c'est un château où on a eu beaucoup de phénomènes et beaucoup de résultats vraiment ouf. Je veux dire, par exemple, on avait donc la porte d'entrée était ouverte. Nous on fait notre opérage, tout ça, on part manger au McDo, enfin je sais plus. Et là on revient, la porte est fermée, mais fermée, bloquée quoi. Déjà on comprend pas, on se dit bon c'est bizarre, il y a personne sur place. Et en fait pendant l'enquête, on a un gros jet de pierre, donc j'essaie de m'en souvenir parce que ça date. On a un gros jet de pierre dans la cave, une grande cave, et la cave en fait t'as qu'une seule entrée et donc qu'une seule sortie. Hein. C'est vraiment une toute petite porte, t'arrives par un escalier et t'arrives dedans, c'est vraiment une grande cave qui est très très grande. Mais tu peux y accéder que par là, t'as toutes les fenêtres, c'est des toutes petites fenêtres comme ça avec des barreaux, enfin personne ne peut y accéder. Et là on entend un gros bruit de pierre, un jet de pierre derrière nous. Donc on se regarde et on se dit mais c'est quoi ce délire? Donc là Enzo commence à pas être bien du tout, tout ça.
Théo, commence à vraiment pas être bien, commence à presque faire une crise d'angoisse, tout ça. Et là, il se met à essayer parce qu'il était très croyant, il se met à essayer de prier pour essayer d'avoir des énergies positives qui viennent un peu nous venir en aide, entre guillemets. Après, encore une fois, faut y croire, hein, pour essayer d'apaiser un peu les lieux. Et en fait, je me rends compte que ça va pas du tout, quoi. Là, je dis Enzo, Théo, je dis ça va pas, en fait, je le vois, t'es pas bien, ton cœur il bat super vite et tout. Je dis là, faut qu'on parte à l'hôpital ou je sais pas, quoi. Je dis moi, je le sens pas, quoi. Donc là, en fait, on replie. Et donc il y avait Erwan qui était avec nous, qui lui était secouriste à ce moment-là, qui nous dit effectivement, on part, quoi. Donc on remonte dans la voiture, tout ça, et pareil, on voit, je crois, on entend, je sais plus, une petite fille pleurer dans la cave où on venait d'où on venait, en fait. Une petite fille pleurait. Enfin bref, donc du coup je crois même qu'on avait appelé la gendarmerie pour qu'ils puissent venir voir sur place et ils nous avaient appelé en mode arrêtez de nous faire une blague, y a rien, tout ça. Enfin bref. Si, c'était venu. Du coup, ils étaient venus, ils s'étaient déplacés, justement, ils nous avaient rappelé en mode vous foutez de notre gueule, en fait, y a rien, quoi. Alors, non, mais c'est pas une blague et tout. Donc, du coup, on s'est dit, oh, ok, c'est fou. Enfin, bref, donc nous, du coup, on part en voiture, on part, et là, je dis à Théo, sur une échelle de 1 à 10, tu te sens comment? Il me dit, franchement, 8. Je dis putain, je crois qu'on avait quasiment 40 minutes de route pour arriver à l'hôpital le plus proche. Et je dis putain, ça va pas le faire et tout. Mais on continue. Pareil, 20 minutes après, je dis là, sur une échelle de 1 à 10, il me dit franchement 9, voire presque 10, quoi. Et je dis Erwan, arrête-toi, je dis là, faut appeler les pompiers. Je dis c'est mort, quoi. Donc du coup, on s'arrête dans un petit village, on appelle les pompiers. Tout ça, c'est dans la vidéo. Hein. Donc les pompiers, ils arrivent, ils viennent, ils commencent à le mettre, à l'ausculter, tout ça. Et en fait, ils nous ont dit, vous avez bien fait de nous appeler. Son cœur battait à plus de 200 battements par minute. Il dit qu'il était à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Il nous a dit ça aurait été une personne âgée ou une personne plus jeune, il y serait passé, quoi, en fait. Et moi, ce que tu m'avais raconté à l'époque, c'est qu'au moment où il a fait sa prière, t'as vraiment senti que dans le lieu, ça s'est calmé un peu sur le moment. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait, quand il s'est mis à faire sa prière, je sais pas si c'est l'effet psychologique ou je sais pas, tu vois. Mais d'un coup, paf, tu sens une espèce de sérénité étrange. Et c'est ce qui, en fait, je sais pas, on avait la sensation de pas pouvoir partir du lieu, tu vois. Et quand il a réussi à faire cette prière, que ça s'est apaisé, c'est là où on s'est dit, bon, vas-y, faut qu'on parte, par contre. Et là, je pense, on s'est senti libre de pouvoir partir, tu vois. Donc là, on est parti, c'est là qu'on a pu prendre la voiture, tout ça. Et c'est un lieu qui a été très chargé parce que là, moi, ça m'a pas fait rire. Il a été gardé, du coup, après, les pompiers l'ont amené à l'hôpital. Et il est resté, du coup, toute la nuit en observation à l'hôpital et il a pu ressortir que le lendemain, quoi. Donc moi, sa mère qui m'avait appelé en panique, genre, il se passe quoi et tout. Moi, je suis là, oh, excuse-moi. Donc, et depuis, il a plus jamais voulu faire d'enquête paranormale. Il a arrêté totalement les enquêtes paranormales. C'est normal, vraiment. Et justement, pour rebondir à ça, parce qu'en fait j'ai mélangé les deux anecdotes, c'est qu'après j'y suis retourné avec mon beau-frère dans ce fameux château justement. La petite fille, la voix de petite fille qu'on entend, c'était avec lui en fait. Et en fait c'est là qu'on a appelé la gendarmerie et tout, qui sont venus, donc nous on n'était pas sur place, donc ils sont venus, nous on était partis, et ils nous ont dit en fait il n'y a rien, quoi. Et juste avant, pareil, j'avais pris des jumelles, je crois, j'avais un micro super puissant et on entendait des bruits de pas, tout ça, marcher dedans, alors qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, il n'y avait personne, quoi. Je dis c'est quoi ce truc? Et pareil, mon beau-frère depuis, il a plus jamais voulu faire d'enquête, il m'a dit non c'est mort, j'en fais plus, quoi. Donc pareil, on montre que le hasard du paranormal, moi on a fait une aussi tous les deux, et quasiment rien. Oui, d'autant, ouais, c'est ça. Quasiment on y est retourné, ouais, c'est ça. Toi, Enzo, t'es moins réceptif à ça, peut-être, je sais pas? Non, je suis un peu moins sensible en fait à tout ce qui va être les bruits, ou même les sensations. Mais tu le sens quand même, en fait, ça c'est quelque chose qui est difficile à raconter, mais en fait, quand t'es dans un lieu et qu'il se passe quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans l'air. Ouais, une atmosphère, etc. Voilà, une sérénité, au contraire, une lourdeur. Mais on a chacun des sensibilités. Moi, tout ce qui me magnétise, par exemple, les baguettes, ça marche moins bien avec moi. Oui, j'ai vu avec Jordan, tout ça marchait bien. Ouais, c'est ça. Vraiment les réponses. C'est ce que je t'expliquais, en fait, on a tous du magnétisme en nous, mais à tous à une sensibilité différente, tu vois. C'est comme le médium, par exemple, avec qui je travaille, il m'avait dit qu'on a tous une part de médiumnité en nous, c'est juste qu'on peut la débloquer ou pas la débloquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois on utilise que 20% de notre cerveau, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en fait, tu as plein de choses en fait qui sont du coup sûrement possibles, comme par exemple tout le côté médiumnité, tout ça, peut-être que ça débloque 1% en plus, tu vois, et que d'autres personnes n'arrivent pas à débloquer. Enfin, je pense que plein de choses qui peuvent s'expliquer peut-être comme ça aussi, tu vois. Moi j'ai fait une séance de Ouija, d'ailleurs j'avais fait une vidéo etc, j'avais tourné ça sous format un peu anecdote, mais après j'avais très mal filmé, vraiment c'était pas ouf le rendu. J'avais filmé de côté, du coup on voyait pas tellement les mains des participants, je fais ça avec que des personnes de confiance, etc, tu vois. Dans un lieu vraiment sain, normal quoi, vraiment rien de ouf, dans un appart, etc, rien de fou. Et vraiment le truc a bougé quoi, tu vois. Le truc vraiment a bougé. Et j'ai trouvé ça fou parce qu'en fait, je suis conscient d'être avec des personnes de confiance, des personnes qui se foutent pas de ma gueule. Et je vois vraiment le truc bouger. Et le pire dans tout ça, c'est que je vois toutes les mains qui frôlent. Et que le truc vraiment bouge tout seul, quoi. En fait, c'est ça, c'est que quand tu fais de la Ouija, souvent et que ça bouge,
des réflexes que tout le monde a, on essaye tous de soulever un peu notre main en se disant Oui, en attends, mode, c'est pas moi. c'est là. pas possible. Et en fait, C'est ça ça. bouge vraiment, quoi. C'est ça. Et les gens ne m'ont pas, évidemment. Enfin, il y a 50%, en fait, 50-50. Il y en a qui m'ont cru, il y en a qui m'ont pas cru, qui ont dit que c'était une participante qui avait tout fake, alors que pas du tout. Je sais très bien que pas du tout, quoi. Mais en fait, comme je l'ai mal filmé aussi, ben évidemment, les gens ne m'ont pas cru, et c'est aussi de ma faute, tu vois. Mais non, je pense que je referai ça un jour, parce que vraiment, c'est super intéressant, je trouve. De toute façon, moi, c'est ce que j'explique, le paranormal. Pour moi, en fait, que t'y crois ou que t'y crois pas, tout le monde s'y intéresse au paranormal, tu vois. C'est intéressant. Je pense que tout le monde s'y fascine intéresse, tout le monde, quoi. c'est ça, que t'y crois ou que t'y crois pas finalement. Et t'auras beau en fait prouver de toutes les manières possibles que c'est vrai, que en donnant les rushs, tu peux pas en fait. Si la personne n'y croit pas, elle y croit pas en fait. T'auras beau le prouver de toutes les manières que tu veux, même en la faisant venir sur place, en fait, elle y croira pas. C'est ok, franchement. C'est ça, Moi, je comprends les personnes qui n'y C'est croient ça. pas, qui sont très cartésiennes, etc. Faut être d'accord avec ça en fait, parce que c'est normal et moi le premier, tu vois. Il y a quand même quelque chose de très drôle, c'est ce qu'on disait encore à la voiture moment, c'est que quand les gens savent qu'on fait ça, qu'on a vécu ces expériences-là, on a des gens qui disent moi j'y crois pas au paranormal, qui me disent ouais ça m'inspire pas trop, mais par contre, une fois, et ils vont te raconter des anecdotes ou des histoires C'est qui ça. peuvent être incroyables et qu'ils ont jamais raconté à personne. Par Sauf peur que de toi, passer tu pour vas des pas, fous, voilà, ouais, c'est ça. Tu vas pas le prendre pour un fou. Alors que toi, ils peuvent te prendre pour un fou des fois. Ouais. Dernière question à te poser, pour les personnes qui voudraient comme toi se lancer dans les enquêtes paranormales, tu conseillerais quoi? C'est quoi le premier conseil que tu leur donnerais? Bah déjà, mais comme pour tout, que ce soit paranormal ou pas, déjà c'est le faire par passion, je pense. Je pense qu'il faut vraiment être passionné par ça. Jamais aimer forcer, faire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas le faire pour se dire je vais être connu ou pour l'argent. Je pense qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes intentions déjà, mais comme tout domaine finalement. Et après, je dirais de faire attention, de faire attention parce que non seulement les lieux qu'on visite sont souvent très dangereux, t'as des planchers des fois qui s'effondrent, ce genre de choses, donc je pense qu'il faut être très précautionneux et faire attention vraiment à chaque détail. Pareil, le paranormal, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, encore une fois, c'est pas un jeu. Je pense qu'il faut quand même faire attention, il peut se passer des choses, encore une fois, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais je pense qu'il faut vraiment partir de ce principe-là où c'est pas un jeu, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, comment on s'y prend, pour pas ramener des mauvaises choses aussi chez soi, ce genre de choses. Et après, je dirais, faut juste kiffer en fait. Juste prendre du plaisir, être passionné et juste faire attention, prendre les précautions qu'il faut, je pense. Oui, du coup, quand même, Joe, ne jamais faire ça chez soi. Oui, voilà, Vu voilà. Dans des maisons qui sont généralement vieilles, si tu fais ça chez toi, tu sais pas ce que tu peux réveiller. Parce que potentiellement, l'identité, on a déjà vu ça, qui sont pas au courant qu'elles sont mortes. C'est ça. Vraiment éviter de le faire chez soi. Parce que comme Enzo le dit, en fait, c'est ça, t'as des entités, en fait, nous on l'a vu pendant des enquêtes, qui sont pas conscientes qu'elles sont mortes, en fait. On leur pose des fois des questions, est-ce que vous êtes conscient d'être mort, tout ça, et on voit qu'en fait, non. Parce que souvent c'est dû à des morts, justement des morts violentes, tout ce genre de choses. Et c'est pour ça, des fois, tu peux habiter peut-être dans une vieille maison où il y a eu un drame ou quelque chose, et ça, le fait peut-être de prendre des K2, des pods, faire de la Ouija, ce genre de choses, ça pourrait réveiller des entités, des énergies qui ne savent même pas en fait qui sont décédées pour le coup. Et du coup, ça pourrait peut-être provoquer des choses peut-être pas ouf chez toi, quoi. Bah écoute, merci beaucoup, merci Enzo, merci Jordan Et bah, d'avoir accepté mon intéressant. invitation. J'espère que ça a été assez fluide dans... Ça a été super. Les gens Ok. en commentaire vont dire que ça va être top, franchement, t'inquiète pas pour J'espère. ça. Merci beaucoup d'avoir suivi les amis, on se retrouve très bientôt nous pour un nouvel épisode d'Entretien avec l'étrange. Merci encore à Jordan Merci à toi. participé, merci d'avoir pris le temps, etc., d'avoir échangé avec moi. Évidemment, je rappelle, comme Paul vient de me le dire, le podcast est disponible, voilà, cette interview est disponible en format podcast sur Spotify, en format audio, je sais que beaucoup de personnes aiment ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si le format vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci à Jordan. Merci à toi encore une fois. Finalement. Et à très vite. I don't know if... Can we buy cannons at the trading post? Okay. Well... Then we wait. We wait. Let's get to that freaking trading post. Let's take this stuff. Guys, what can I do with those nails? Can we sell them? Elixir Precision. Hold on. What supplies do we need? Oh, we found some coffee. Cool. Sell both at trading post and buy new one with power seats.
I don't think if we can do that. Here, I told you guys that I wanted to get some fiber, right? Okay. We should also... Oh no, it wasn't fiber, it was the cloth, right? Yeah, so we need 10 cloth. Okay. We also need some wood, right? We have 50, that's enough. Let's get the ship stuff. Hold on. Should we take those bullets? No. I don't know how we can use them. Here. Okay, well, do you guys think we can make it directly to the trading post? Without any sidetracks? Because I can take all the loot that we have and put on the ship. Colin Had, thank you so much for the 16 months of support. To Blackjack and Hookers from a bunny. Mwah! Thank you. But no distractions. $50-50. Okay. Well, shit. You're gonna try. We're gonna try. Okay, we're gonna load our ship. With those supplies. Hopefully we can sell all of this. Supplies, repair kits. We're missing wood.